Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Vous êtes dans le deuxième épisode de la série consacrée à GLPI. Dans le premier épisode, on a parlé de toute la partie communautaire de GLPI, de son démarrage jusqu'en 2003, jusqu'à la reprise du projet par TechLib en 2015. Dans ce deuxième épisode, on va s'intéresser à ce qui s'est passé après 2015, c'est-à-dire à partir du moment où TechLib reprend le projet. Et donc, la première transition de mainteneur s'est effectuée. Pour parler de cette deuxième partie, j'ai invité deux anciens collègues à moi. Le premier, Alexandre Delaunay, qui était là hier. Et le second, François Le Gastellois, qui n'était pas là hier et qui est aussi un acteur assez impliqué dedans. J'espère que vous allez bien tous les deux. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et toi ? Moi, très bien aussi. Merci, super. Je vais vous demander de vous présenter succinctement pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Alors, François, à toi la parole. À moi la parole. Eh bien, merci. Donc, effectivement, moi, je suis un acteur de GLPI depuis... j'utilisais déjà des GLPI avant d'être chez TechLib actuellement. Mais c'était, je dirais, ça fait au moins 15 ans que je connais le produit, que j'utilise et que j'utilisais d'abord en termes de, je dirais, d'administrateur système, réseau, etc. dans une société. Ils ont voulu faire un jour un ticketing, j'avais développé un truc sous Lotus Notes, et puis j'ai dit bah non, je vais pas faire un truc sous Lotus Notes, etc. Je vais plutôt utiliser GLPI, donc c'est aussi pour ça que j'avais utilisé GLPI. Et puis après, j'ai découvert TechLib, donc j'étais d'abord développeur, intégrateur sur certains projets de migration d'outils propriétaires vers GLPI. Et moi, ça me tenait beaucoup à cœur parce que je suis un acteur du libre aussi depuis 20 ans. J'ai fait partie de l'équipe de fork de Mambo vers Joomla, etc. J'ai monté l'association française de Joomla, même si je fais plus trop partie, etc. parce que j'ai beaucoup de boulot, mais voilà, le logiciel libre, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc de bosser dans le logiciel libre, c'était vraiment parfait. Et en plus sur un produit qui était de plus en plus connu à l'époque, donc en 2009. Donc j'ai commencé développeur, puis intégrateur, consultant, expert, etc. Au fur et à mesure du temps, chez TechLib, j'ai un peu grandi et maintenant je m'occupe de diriger tout le business unit édition de TechLib, quoi. Voilà. Super. Alexandre, est-ce que tu veux redire un mot Oui, rapidement, puisque les gens m'ont déjà écouté hier dans le précédent épisode. Pour rappel, hein, donc moi je suis présent, enfin j'ai découvert GLPI avec TechLib lors de mon arrivée en 2010, d'abord un peu comme François, comme développeur intégrateur. Et on a, j'ai aussi mûri, pris en compétences, et donc du coup maintenant je m'occupe de l'équipe de développement et en gros du produit en lui-même et les relations avec la communauté, etc. Rappel de l'épisode précédent. GLPI né en 2003, c'est un projet communautaire porté par plusieurs personnes, dont deux majoritairement qui sont Julien Dombre et Jean-Mathieu Doléan. Ils travaillent pendant à peu près 13 ans de manière bénévole sur le projet. Ils arrivent à développer GLPI, ils mettent en place un modèle commercial pour arriver à travailler en bonne intelligence avec des intégrateurs. Ils s'essoufflent. Et à un moment, ils décident de passer la main, ils cherchent une entreprise pour reprendre le projet et leur choix s'arrête sur TechLib, c'est-à-dire nous à l'époque. On récupère ce projet en 2015, on fait un beau communiqué de presse pour dire qu'on reprend le projet. On a plein de gens qui nous disent oh là là, le projet va plus être libre, oh là là, c'est la misère, etc., etc. Bon, bref, on passe du temps à expliquer aux gens que non, ça va pas changer, que ça va rester libre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu déjà dans quel état est le projet à l'époque quand on reprend le projet ? Disons au départ, on va dire dans quel état il est techniquement, Alexandre. C'est difficile de porter un jugement objectif sur cette partie-là. Le projet, il est en 2015, il est déjà vieux et il a déjà vécu et il a donc un certain nombre de limitations techniques et de la dette assez forte. Mais il y a des points sur lesquels il est en avance et donc du coup, tout n'est pas noir, tout n'est pas rose. Globalement, il y a des sujets qui sont assez importants à reprendre immédiatement. On peut parler par exemple de l'absence de tests unitaires, de l'absence de gestion de dépendance. Ça, c'est des points qui ont été abordés extrêmement rapidement dans la roadmap à partir du moment où TechLib a fait la reprise.
Il y a des choses d'un point de vue technique qui sont assez fantastiques. Mais d'ailleurs, on évoquait hier avec Julien et Jean-Mathieu que eux avaient ressenti le besoin donc de faire une réécriture complète au moment, enfin sur cette période charnière. On évoquait aussi le fait on était très enthousiastes, d'ailleurs nous tous les deux, à vouloir faire ce projet et que finalement ça ne s'était pas fait. Mais globalement, ce que je voulais laisser entendre, c'est que le socle technique, il était quand même suffisamment solide puisqu'on a réussi à itérer et le consolider au fur et à mesure des années. Donc du coup, oui, c'était un vieux logiciel, mais globalement, les fondations étaient extrêmement fortes. Qu'est-ce qui s'est passé, François, sur la partie, commerciale à partir du moment où on a repris le projet? Là, je pense pour moi, c'était le plus gros défi, c'est-à-dire transmettre un bateau d'un logiciel, on va dire, complètement gratuit dans un modèle communautaire, libre, même s'il y avait des acteurs intégrateurs, partenaires, etc. Il n'existe pas d'offre professionnelle autour de GLPI et il faut inventer une offre professionnelle. Et vraiment, pour moi, c'était ça le plus gros défi, sans perdre la communauté d'utilisateurs actuels et de sociétés actuelles, et d'intégrateurs, de partenaires, de gens qui l'utilisent toujours gratuitement à l'époque, etc. Évidemment, on s'était dit, c'est les plus faciles à convaincre, ça va être les gens qui sont déjà clients des partenaires, que ça soit nous ou même les autres partenaires, hein. Mais il va falloir aller convaincre les autres, parce que si on veut faire grandir le produit, faire en sorte que le produit continue d'évoluer, continue d'être maintenu, continue d'avoir des nouvelles features, continue tout ça, qu'on s'essouffle pas nous-mêmes, comme l'équipe d'avant s'est essoufflée, il va falloir du budget. Et donc du budget, ça veut dire trouver des financements, trouver le modèle économique qui va bien pour pouvoir faire grandir le produit. Parce qu'en fait, notre objectif depuis 2015, et ça l'est toujours hein, actuellement, là je déborde, mais c'est de faire grandir le produit pour tout le monde. Et ça le restera comme ça, le restera comme ça. Et le deuxième challenge, c'était de faire en sorte que les partenaires du projet de l'époque, qui étaient du coup un peu concurrents, qui étaient concurrents sur certains projets de TechLib à l'époque, deviennent nos partenaires à nous. Donc c'était ça, de se faire accompagner et de faire comprendre que nous, on n'est pas un acteur qui va leur prendre de la part du marché, mais c'est juste que plus on va bosser main dans la main sur ça, plus chacun va pouvoir faire grandir son équipe et faire grandir le produit. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était les deux challenges. Faire comprendre aux gens que libre est pas égal gratuit tout le temps, qu'un projet libre, ça a besoin de financement pour pouvoir vivre et surtout pour pouvoir garder le maximum de partenaires qui existaient, en tout cas les partenaires qui fonctionnaient, quoi. Voilà. Ça a été un travail assez intense, pas de tous les instants, mais bon, assez intense quand même de dialoguer avec les gens qui étaient là déjà dans la communauté pour leur expliquer ce qu'on voulait faire, leur prouver qu'on n'allait pas refermer le projet et qu'on n'allait pas partir dans une direction qui n'était pas celle de Julien et Jean-Mathieu, puisqu'en fait, finalement, comme je le disais hier, on s'est inscrit pleinement dans la continuité. Là, François, comment ça s'est passé justement la mise en place de ce modèle, un peu dans les faits quoi, de ce modèle, économique? À partir de quand est arrivée une offre, commerciale, basée sur, le produit GLPI? Quasiment dès le début. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'intégrateur avant, on avait déjà une offre commerciale de GLPI. On avait déjà les arguments de dire, GLPI, c'est un logiciel libre, maintenu par la communauté, fourni avec une licence sans garantie, parce que tu peux pas taper sur un contributeur communautaire, etc. En tout cas, en termes d'engagement contractuel, etc. C'est surtout à cet esprit-là, hein. Et donc, nous, on ajoutait déjà, en tant qu'intégrateur, cette partie garantie, correction de bugs, support, accompagnement à découvrir pourquoi ça fonctionne pas, etc., etc. Donc, en fait, on a juste transformé ça on n'est plus intégrateur, mais on prend le même schéma et on ajoute cette casquette. Vraiment, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est la solution professionnelle, c'est ça, c'est le même code, c'est toujours libre, c'est la même licence, juste que nous, on apporte contractuellement en tant qu'entreprise une garantie de fonctionnement, une garantie de correction de bugs dans des délais, etc., etc. Donc en fait, ce modèle-là, on l'avait déjà en tant qu'intégrateur et on l'a juste transformé en appelant ça une souscription et en faisant une plaquette, en faisant tout ça, etc. Et ensuite, on a directement recruté des gens pour disséminer cette nouvelle souscription. C'est ce qu'on a appelé GLPI Network. Clairement, ça s'est fait en début 2016, quoi. Ça a commencé, on a monté une équipe avec des commerciaux, avec du marketing, etc. pour dire, nous, on n'est plus intégrateur,
on va travailler avec des partenaires intégrateurs et en tant qu'éditeur, on fournit une souscription professionnelle qui existe dans d'autres modèles qui sont potentiellement en train de mourir, mais qui existent toujours. On parle de Red Hat, par exemple. Et vraiment, ce GLPI Network, cette souscription, comme je le dis, je pense qu'elle existait déjà avant nous dans notre offre commerciale. Juste là, on l'a transformée on est éditeur, les gens vont venir vous installer GLPI, etc. Et nous, on va faire la partie garantie, maintien du produit, correction de bugs, etc. Mais c'est la même base de code et tout ça, ça change rien. C'est vraiment contractuellement parlant que ça change pour les gens, parce que du coup, tu peux te dire, OK, c'est plus un logiciel libre. Si j'ai des bugs, si j'ai passé tous mes processus de mon entreprise, toute ma DSI, etc., tous mes process sont dans cet outil-là. Si ça fonctionne plus, ça peut en avoir un impact business pour ma société. Donc, vers qui je peux me retourner si j'ai des problèmes? C'était pour l'instant la communauté ou des intégrateurs, etc. Mais il y avait personne à la tête du truc, contractuellement parlant. Donc, c'était ça l'idée du truc, c'était de dire, si vous êtes capable de payer pour avoir cette garantie, nous, on apporte cette garantie en tant qu'éditeur dans le cadre de la souscription. Pour moi, la transition, en tout cas de ce que je me souviens, c'était vraiment dès 2016 qu'on a fait ça. Et du coup, on a réussi à convaincre nos anciens concurrents de devenir partenaires de notre société, de devenir partenaires de l'éditeur, avec un contrat, le contrat de dire que nous, on s'enlevait, on va dire, de la partie intégration, et on leur laissait justement cette part de gâteau, et sur lequel nous, on arrivait sur le support correctif et la garantie, comme le disait François. Ouais, je me rappelais plus, vous voyez, par exemple, je me rappelle plus qu'on avait décidé dès le départ qu'on serait que éditeur et qu'on ferait plus de prestat. Je me rappelle qu'il y a eu une période de transition, j'étais encore là à l'époque, dans laquelle on progressivement, transféré nos clients historiques, vers des partenaires. Il y a eu des clients qui sont restés encore un moment après cette période-là, tout simplement parce qu'ils avaient une période d'engagement chez nous. Enfin, c'est plutôt nous, on s'était engagés sur une période pour leur apporter du support ou pour leur apporter de l'intégration. Au fur et à mesure des années, on les a basculés sur des partenaires de confiance, hein, pour justement respecter cette période d'engagement. Et on n'a pas basculé l'intégralité de nos clients immédiatement. Les nouveaux prospects, les nouveaux clients ont été rebasculés sur des partenaires, mais on a conservé quelque temps nos utilisateurs historiques. Sur ce début de période, à partir de, on va dire 2016, de mémoire, il y a des partenaires, historiques, qui sont durs à convaincre, parce qu'ils voient pas forcément l'intérêt. Est-ce que c'est plutôt des nouveaux partenaires qui arrivent dès le départ et qui se disent: «Ah bah, c'est super, justement, c'est ça qui nous manquait, c'est parti, on va travailler avec eux»? Comment ça se passe en fait, les premiers qui amorcent la machine finalement? Le début, c'est commercialement parlant, si on est honnête, c'est catastrophique. Parce que on se coupe, nous, de revenus de services d'intégration volontairement, en disant non, c'est pas dans notre modèle économique. Donc au fur et à mesure du temps, même si ça prend plusieurs années, plusieurs mois, etc., sur certains contrats, certains marchés, n'empêche que c'est ce revenu-là qu'il faut réussir à transformer. Et donc le temps de mettre en place l'équipe, le discours, le marketing, pour expliquer de notre point de vue, expliquer aux gens ce que ça veut dire une souscription dans un logiciel libre au-delà de GLPI. Parce qu'en fait, nous, on applique un modèle qu'on n'a pas inventé. C'est pas un modèle, le modèle à souscription. Tu parlais de Passbolt, etc. Mais le modèle, ça reste une même licence GPL, mais c'est juste un contrat de service par-dessus avec une souscription. C'est un modèle qui existe dans énormément de logiciels libres. Et il y a des gens qui, juste ce concept-là, ils disent non, c'est leur faire l'expliquer, surtout pour un produit qui a jamais eu ça depuis plus de 10 ans, c'était très très compliqué. Recruter des commerciaux qui ont ce discours-là, qui ont ce discours pas 100% argent, non, qui ont aussi ce discours de expliquer à quoi ça va servir cet argent, expliquer pourquoi ça reste un logiciel libre, pourquoi tout ce mélange-là, d'un coup, on a voulu aller vachement vite parce qu'on a voulu prouver aux gens qu'on était capable de reprendre le projet techniquement, commercialement, le faire grandir, etc. Et donc au début, oui, c'était très compliqué commercialement. On a beaucoup investi dans recruter des gens pour ça. Et il faut se le dire, fin 2016 et début 2017, ça commençait à prendre. On a eu des nouveaux partenaires. On a réussi à garder des partenaires, notamment Infotel, qui était un partenaire avant et qui est toujours partenaire avec nous maintenant. Mais
La relation avec eux au début, commercialement, bah, c'était vraiment, conflictuel un peu. On se dit: «Ah bah non, c'est vous, c'est nous, machin nanana». Leur expliquer: «Non, non, on prend pas votre part, on prend pas tout ça» et je pense que ça a été en tout cas nous en interne, tous les 3 on l'a vécu, bah, c'était hyper compliqué le discours et de faire comprendre aux gens qu'on n'était pas les méchants, qu'on était juste là pour faire grandir le produit, quoi. Spoiler alerte, c'est toujours compliqué. Mais avec les années, le discours est beaucoup plus passe mieux et cetera et cetera. Mais, il y a encore des gens qui pensent qu'on est là que pour, s'enrichir et qu'on va fermer le code et cetera et cetera. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais, oui, l'époque, c'était, pour moi, c'était dur. Commercialement, c'était très, très dur et heureusement que ça a pas duré, pendant 10 ans, sinon je pense qu'on n'aurait pas réussi, clairement. On en parlait hier, mais finalement, on n'était pas hyper préparés quand on a récupéré, le bébé, en Ah bah fait. non, ouais, non. On s'est retrouvés, je me rappelle avec Alexandre, «Waouh, c'est super, bon, bah, on fait quoi maintenant, quoi?» Donc on migre les serveurs, et cetera. Puis très Ouais. vite s'est posé, Alexandre, la question de, à part changer les logos, enfin, par quoi on commence, quoi? Quand même, tu veux montrer à un moment que tu mets ta patte et que ça va changer. Donc c'était quoi les premières grosses fonctionnalités, les premiers gros trucs qu'on a fait pour justement montrer un peu, la direction qu'on voulait que ça prenne? Si je me souviens bien, la première version 0.90, je sais plus exactement quand est-ce qu'on l'a sortie, en octobre 2015, donc plutôt assez vite. Elle était quand même relativement légère. Les points clés de cette version, c'était qu'on avait ajouté un système de thèmes à GLPI. Il y avait l'arrivée de la timeline, il y avait l'arrivée, de la possibilité de faire un split des fenêtres, pour avoir, de à gauche et à droite de ton écran, plus d'informations Dans la affichées en timeline, une seule fois. tu peux juste dire, expliquer pour les gens qui connaissent pas GLPI, la timeline, de quoi on parle? Ouais, alors précédemment, donc avant la 0.90, on parle de la partie assistance de GLPI, il y avait un onglet qui permettait donc d'ajouter des suivis. Il y avait un second onglet qui ajoutait qui listait les tâches et un troisième onglet pour les documents, un quatrième onglet pour les validations. Enfin, ça pouvait avoir un intérêt notamment, par exemple, pour les tâches, de les avoir enfin, dans une liste pour pouvoir les traiter les unes après les autres. Mais par exemple, pour les documents et les validations, en fait, on aurait, en tout cas de notre côté, on subissait pour notre propre support le besoin en fait de devoir changer d'onglet en permanence pour retrouver, par exemple, un document qui est attaché, qui a été envoyé potentiellement en même temps qu'un suivi. Et donc, il y avait toujours un switch permanent entre les onglets qui était particulièrement euh, douloureux en utilisation. Et donc, du coup, la timeline, en fait, elle regroupait l'intégralité, en fait, de ces 4 onglets en une frise chronologique, en fait, où chacun des éléments, en fait, s'affichait par date. Et donc, du coup, quand des documents avaient été ajoutés ou collectés par mail, par exemple, en même temps qu'un suivi, et bien, du coup, ils s'affichaient juste en dessous de ce suivi-là. Et donc, du coup, on voyait l'intégralité des informations en un seul coup d'œil, quoi. Voilà, et je crois qu'on s'était arrêté là, je crois, pour la 0.90, la toute première version TechLib, du coup. On a aussi, c'était un gros changement dans le projet. On a changé de, système de gestion de contenu, du code source, ouais. C'est vrai, on était passé à Git à ce moment-là. On était passé à Git et on a changé d'hébergeur. On est passé d'un Redmine auto-hébergé à GitHub sur le moment, du Ah, c'est coup, marrant, je pensais que c'était pour un effectivement. 9.0, mais c'était peut-être après. Il y a eu un changement, un truc que je voulais faire depuis très longtemps, c'était enlever ces 0 point quelque chose, qui faisait, penser qu'on n'avait toujours pas atteint la version 1 et donc que c'était pas stable, en fait, en gros, on a décalé la virgule et la 0.91 est devenue, 9.1. Ouais. C'est effectivement arrivé avec la 9.1, oui. Finalement, ça inspirait quand même vachement plus confiance quand tu parlais de 9 quelque chose que quand tu parlais de 0 point quelque chose, quoi. Voilà. Et je crois que pareil, la 9.1 était assez légère. Il y avait pas, on avait réintégré une API native. Avant, il y avait besoin d'un plugin par rapport à ce mécanisme. J'ai plus de détails de grosses fonctionnalités. Il me semble que la vraie première version sur laquelle il y a eu énormément de choses, ça a été la 9.2. Et les suivantes, notamment la 9.3 qui a apporté surtout le mode data center, qui a fait, à mon avis, beaucoup parler d'elle à l'époque. Et puis après, ça a enchaîné. Ce que je trouve assez intéressant, typiquement là, si on parlait de data center, c'est, qu'on a poursuivi, une, politique qu'on avait à l'époque chez Techlib, mais qui était plus compliquée quand tu es pas l'éditeur, qui était d'essayer d'aller, cofinancer, des parties du produit, par nos clients. Ça a été un gros chantier d'ailleurs, oui, le data center, il a été entièrement financé par un acteur public français.
On avait passé plusieurs mois, à la fois sur place et en back office à travailler sur la fonctionnalité. Le fait de passer à un éditeur, ça avait débloqué ce genre de scénario, un petit peu, enfin, où il y a un acteur, on va dire, un client, on va dire, qui veut une fonctionnalité sur lequel on échange, nous, à la fois en interne avec d'autres personnes de la communauté, parce qu'il y avait encore, un noyau à l'époque. Et ouais, ça avait pas mal avancé sur cette partie-là. C'était vraiment l'une des plus grosses fonctionnalités qu'on avait sorties à l'époque. Et je sais pas si ça aurait été possible, ça aurait certainement été possible avec l'ancien modèle, avec la communauté, sur lequel un des partenaires faisait le pont. Mais oui, ça facilite clairement les échanges. Et en termes d'équipe technique, on a recruté plus de gens, comment ça s'est passé, à ce moment-là? De mon souvenir, en 2015, il y avait toi, Walid, et moi, et on avait un développeur junior. Et on avait donc en face, donc ça c'était pour les personnes affectées directement, on va dire, à l'équipe cœur, donc qui était en pur investissement, on va dire. À côté, il y avait l'équipe support, donc, qui était gérée par François, sur lequel je me souviens plus combien on était, mais peut-être 3 ou 4, et sur lequel il y avait donc déjà il y avait déjà des développeurs sur l'équipe support et qui nous aidaient déjà à pousser des fonctionnalités plus ou moins grosses à l'époque. On devrait être au total sur la partie développement, 6 ou 7 personnes, dont certains qui étaient affectés à du support, et 2 personnes et un junior, on va dire, affectés sur le développement cœur. Oui. Je crois que c'était à peu près, enfin, c'était quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc après, on a recruté, des personnes pour étoffer l'équipe. Je pense en particulier à Johan, qui nous a été recommandé par, Romy Collet à l'époque. On a recruté aussi, Guillaume Bougard pour travailler sur, toute la partie inventaire, fusion inventory et cetera. Des personnes, qui étaient déjà dans le libre ou qui connaissaient déjà très bien quoi, avec de l'expérience. Et donc à partir de ce moment-là, Alexandre, est-ce que tu peux commencer à décrire un peu les gros chantiers de fond sur lesquels, l'équipe technique elle a commencé à travailler, sur GLPI? Le principal, enfin les deux principaux, pardon, je les évoquais avant, c'était surtout les tests unitaires. En fait, GLPI n'était absolument pas testé précédemment de façon automatisée. Sans jugement de valeur, ben, en fait, globalement, ça devait se passer dans la tête, j'imagine, de Julien. Lui, avec son expérience, arrivait à maintenir l'application sans trop de régression. J'avais déjà 5 ou 6 ans d'expérience sur le développement de GLPI et toi, encore plus. Bah, il y avait des choses, sur lesquelles, bah, on n'avait pas une compréhension totale du truc, et on a fait les premières versions ont eu pas mal de régressions, parce que du coup, on n'avait pas la connaissance parfaite, on va dire, de tous les flux à l'intérieur de l'application. Donc en fait, ça a été l'un des plus gros chantiers. Il y a eu des centaines, voire des milliers de tests qui ont été ajoutés les premières années, justement pour arrêter, que nous-mêmes on fasse des régressions sur des méconnaissances. Maintenant, la core team actuelle, je pense que, en tout cas pour les 3 principaux, ils la connaissent quasiment par cœur, mais même on arrive encore à l'heure actuelle à trouver des petites régressions, et ça nous a quand même pas mal sauvé la mise de ce chantier d'ajout des tests unitaires. Et le deuxième, bon, c'est un peu moins gros, mais on a ajouté la gestion des dépendances aussi automatisée. Avant, c'était donc une sorte de répertoire qui accueillait les libs qui étaient téléchargés donc depuis des archives. Et donc, on est passé sur Composer, le gestionnaire de dépendance de PHP, et NPM après pour toute la partie front-end plus tard. Et donc ça, pareil, ça nous a permis notamment de traiter assez rapidement la gestion des rapports de sécurité sur les leads tierces, de combler des trous assez rapidement, là où précédemment on n'était pas forcément au courant parce qu'il y avait des vieilles versions de librairie ou ce genre de choses. Donc c'était vraiment sécurité, stabilité du code qui nous ont pris le plus de temps. Après, il y a eu pas mal de changements aussi sur la partie SQL. Ça a été des chantiers de fond, mais c'était pas important, mais ça n'a pas été extrêmement visible, on va dire, d'un point de vue des utilisateurs, je pense. Dans GLPI, comme dans beaucoup d'autres outils, il y a un souci de stabilité et de rétrocompatibilité, qui est un élément qui est quand même assez important. Et donc, malgré que ces changements sont gros, il y avait toujours une volonté de pas tout casser pour devoir tout réécrire, quoi. D'ailleurs, ça avait fait partie de notre discours initial au moment de la reprise, sur lequel on disait s'inscrire donc dans la continuité du précédent projet, et sur lequel on expliquait un peu qu'on avait nous-mêmes souffert, on va dire, des incompatibilités, parce que les versions qui ont précédé notre reprise, je pense la 0.83, la 0.80 et la 0.78, ont toutes eu des changements majeurs extrêmement importants, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour les développeurs. Il y avait eu des refontes qui étaient nécessaires au niveau des plugins.
Et on a réussi à maintenir ce discours, enfin ce fait on essaye de garder une API stable pour les développeurs de plugins. On a quand même réussi plusieurs années à la maintenir. Il y a eu des moments où il a fallu quand même faire des changements importants, où on nous a forcément ressorti cette annonce sur laquelle on s'était engagé sur la stabilité. Il y a eu quand même une période assez longue de stabilité de cette API. Au moins 3 ou 4 ans, je pense, où on a quasiment rien cassé, sauf bug, hein, évidemment. Et comment vous voyez avec le recul ces premières années, ces premiers chantiers? Est-ce qu'on voit donc cette première tentative de, progressivement, rajouter des tests, reprendre la connaissance, rendre le truc plus robuste? Est-ce que rétrospectivement, c'est quelque chose qui a, je veux dire, apporté des contributeurs ou apporté, je sais pas, de la notoriété ou de la confiance supplémentaire et cetera? Comment vous voyez en fait, nous, vu de l'intérieur, c'était quand même, super chiant, quoi. C'est pas du travail rigolo, c'est pas très visible pour les utilisateurs, et cetera, mais pourtant c'est nécessaire. C'est toujours chiant, hein, de coder des tests, hein. Ça va pas changer, hein. Je dis quand tu fais une PR et que, il y a déjà des tests unitaires ou des tests fonctionnels qui sont encore très peu, mais qui existent, sur la partie que tu as modifiée, tu es content parce que du coup, tu pas à refaire le test. Ça n'existe plus un produit, qui a pas des tests, automatisés. Ce qui a beaucoup poussé sur tout ça aussi, c'est l'arrivée de la continuous integration, continuous deployment, et cetera. Donc soit sous GitLab ou même sur le GitHub, sur la plateforme qu'on utilise avec le GitHub Action là. Clairement tout ça, tous ces produits, toute cette automatisation, en fait, c'était déjà dans l'esprit de TechLib à la création, d'essayer d'industrialiser au maximum le développement des logiciels libres. On en revient à cette genèse, on en revient à se dire, bah non, il faut continuer, industrialiser au maximum, donc tester au maximum pour éviter qu'il y ait des humains qui soient obligés de faire du travail fastidieux, et cetera, et donc faire potentiellement des erreurs, évidemment. On sait que c'est embêtant de développer des tests, ça l'est toujours. C'est pas visible pour les utilisateurs finaux, donc pour les gens qui utilisent notre produit, mais au final, c'est censé améliorer la qualité du produit et ça le fait. Ça nous évite des grosses régressions sur des grosses features, etc. Même si t'es jamais à l'abri de bugs et on reste une équipe à taille humaine et donc on fait encore des erreurs évidemment. Enfin, c'est un peu la réponse, quoi. C'est que c'est toujours embêtant, mais ça permet de quand même d'apporter une professionnalisation au produit et en tant qu'éditeur, qui s'est découvert éditeur sur le tas, en fait, on est un peu obligé de passer par là et je pense que oui, il y a certains acteurs communautaires, qui étaient des développeurs dans leur coin, qui se sont mis à se dire: «Bah, OK, ils commencent à professionnaliser le code, ils commencent à faire, tests unitaires, des tests sur les dépendances, etc. Là, on voudrait travailler sur des tests. On a commencé avec Symfony Panther, je crois. Les tests de l'interface, parce que tester la connexion dans l'interface, comment est-ce que tu as les bons divs qui se connectent, etc. Tout ça, c'est des choses. On a eu des régressions par le passé dans l'interface, et donc on aimerait bien réussir à tester aussi cette partie-là, etc. Et donc, je pense qu'il y a des contributeurs qui se sont dit: «Bon, c'est bien, ça évolue, ça va dans le bon sens d'utiliser, moderniser, utiliser des outils de maintenant, et cetera» et donc qu'on fait des contributions. Je pense à Curtis, là, aux États-Unis, et cetera. Je pense que lui, il a appris c'est un développeur assez récent, donc il connaît tous ces trucs-là et donc pour lui, qu'il y ait pas de test unitaire dans un produit, à mon avis, c'était presque rébarbatif pour lui. Il se dit: «Bah, non». On fait des tests, oui, c'est obligé, quoi, il faut les faire. Ou même Cédric qui nous a rejoint, lui, c'était, bah voilà, c'est un mec qui a besoin de faire tout ça. Il code des tests tout le temps dès qu'il voit qu'il y a des choses qui vont pas. Ou même Johan, ça a été son plus gros chantier, c'était ça quand il est arrivé. Et du coup, il n'y a pas eu spécialement de baisse de contribution, il n'y a pas les mêmes acteurs, ça a évolué au fur et à mesure des années. On a évoqué le cas de Curtis qui a démarré comme contributeur et qui maintenant est en contrat avec nous pour du développement full-time, on va dire. Mais il y a eu pas mal d'acteurs qui sont partis, il y en a d'autres qui sont revenus, qui sont restés, il y en a d'autres qui étaient là que pour des changements de virgule, comme on peut dire, et d'autres pour des chantiers plus importants. Mais en fait, l'activité, on va dire, de contribution, elle n'a pas spécialement ni augmenté, ni baissé. Elle est, je pense, égale à ce qui se faisait, avant. Alors peut-être pas au moment du plus fort où vous aviez une équipe de 6 ou 7 personnes au sein de la communauté, mais elle a pas baissé énormément. Enfin, je veux dire, il y a toujours énormément de contributeurs sur des fonctionnalités à l'heure actuelle. Je sais pas, je saurais pas l'estimer précisément, mais je pense qu'il y a quand même un bon tiers des PR que nous qu'on traite à l'heure actuelle tous les jours, qui proviennent en fait de personnes externes. Donc ça n'a pas spécialement changé. C'est peut-être des moins gros chantiers que précédemment, mais il y en a toujours autant. Moi, je pars en 2018, une deuxième transition, puisqu'en fait, finalement, bah, il y a un des acteurs,
historique, puisque j'étais là, avant vous, sur le projet, hein, même si, moi je suis arrivé en 2006. Comment ça se passe cette deuxième transition en douceur? Je sais pas si tu veux répondre, François, parce que c'est un peu flou pour moi cette période-là. Je ne saurais pas bien me rappeler, ne serait-ce qu'en termes de rentabilité ou même, enfin, techniquement, je me souviens à peu près ce qu'on a fait. Mais je pense qu'en fait, c'est un petit peu quand même le moment de la transition où on arrive enfin à trouver des trucs qui marchent. Moi, je suis parti, le modèle, il était pas encore, ça marchait pas encore. On se cherchait beaucoup, on avait fait des erreurs. Je pense que et ça, j'en ai pas parlé, mais la première erreur qu'on avait faite en reprenant le projet, c'était, de pas refaire les sites web, c'était pas le refaire toute la partie site web, dès le départ. On l'a laissé traîner pendant un certain temps avant de refaire le truc. Ça, c'était quand même une grosse erreur, ça a pas porté à préjudice, mais, je veux dire, voilà, c'est qu'on aurait pu le refaire et quand moi je suis parti, c'était pas florissant, quoi. En fait, ça a commencé à prendre commercialement et dans la tête des gens, des communautés, etc., des utilisateurs, des partenaires. On a commencé à avoir un réseau. On avait déjà des partenaires qui faisaient le projet, qui vendaient la souscription, etc. Et nous, on commençait vraiment à faire notre rôle d'éditeur avec quasiment plus de projets, etc. Mais l'année majeure de transition, c'est plutôt 2019, c'est-à-dire fin 2018, début 2019, où en fait le taux, de projet versus souscription basculait en fait complètement dans l'inverse. On était peut-être à 40-60, etc. On est passé à 80-20, quoi, 80% de entièrement souscription, etc. Et plus du tout de projet, plus du tout tout ça. Mais en fait, ça correspond à la fin de marché public, ça correspond à des trucs comme ça. Bon, déjà, 2018, bah, on a pleuré quand t'es parti. Ça a commencé comme ça. Moi aussi, hein. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah, maintenant, va falloir grandir sans tonton Walid, quoi. Non, pour blaguer, c'était ça. Et en fait, en 2018, c'est vraiment, ça a marqué quand même un tournant, je pense, dans le projet. Je pense que tu vas acquiescer, Alex, c'est l'arrivée de Cédric au sein de l'équipe. C'est vrai. J'allais dire, enfin, je te laisse, Oui, vas-y. je te coupe bien un instant, il y a quand même une progression technique importante à ce moment précis. Bah, il y a l'arrivée de Cédric, mais même de notre côté, c'est le moment où on arrive. Je pense qu'on a finalisé plus ou moins notre transition technique et globalement où on n'est plus à s'interroger, où on commence à être solide et on commence à pousser beaucoup de fonctionnalités à la fois visuelles et à la fois en socle. Et donc du coup, bah, il y a une vraie, d'un point de vue technique, en fait, on commence à être, c'est pas pertinent, mais en tout cas, on commence à être vraiment meilleur. Et du coup, ça s'accompagne aussi donc, d'une rentabilité et de changements aussi commercialement, de discours. Techniquement parlant, si je refais le passé, la 9.3, c'était la dernière version avant que tu sois parti. Et c'est la version, quand je regarde, c'est celle où on a changé le moteur de stockage, etc. Ça, c'était un gros truc pour les gros clients, grosses bases de données. Et la version d'après, c'est la version avec Cédric, où il y a la console, il y a le passage en SaaS, CSS, il y a tous ces gros trucs-là, pouvoir installer GLPI en ligne de commande directement, donc on commençait à avoir un mode serveur que tu peux déployer automatiquement avec Ansible ou des choses comme ça. Autour de ça est arrivé de plus en plus d'offres cloud. Fin 2018, c'est là où on a commencé à travailler avec Laurent, que tu as déjà eu en podcast, sur mettre en place une offre automatisée de GLPI en mode SaaS, quoi. Voilà. Vu que le côté technique commençait à être de plus en plus, je veux dire, gros, safe, beaucoup d'améliorations, beaucoup de sécurité, beaucoup d'automatisation, etc., etc. Donc dans la 9.4, c'est une grosse version, la 9.4. Nous, on a profité à côté commercialement OK, le modèle économique on-premise, il commence à grossir, les partenaires, ça y est, ils ont le discours, les gros partenaires de l'époque fonctionnent bien, etc. On a de plus en plus de retours sur les souscriptions, donc bah, c'est charge à nous maintenant de prouver ce qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire GLPI restera un logiciel libre et on le fera grossir et évoluer dans ses fonctionnalités, comme dans son offre, comme dans son automatisation, comme dans sa modernité, grâce au financement qu'on a eu. Bah là, c'était le moment de mettre le paquet sur ça. Et donc, on a recruté on a recruté Cédric, mais on a recruté aussi, on a arrêté de l'activité qu'on faisait qui s'appelait Alternity à l'époque, qui n'était pas du tout la partie édition que nous on gérait tous les trois là. Mais on a arrêté cette activité-là. On a dit on récupère l'équipe de développeurs pour renforcer l'équipe de GLPI à fond et on se concentre à fond sur notre rôle d'éditeur. Ça, c'est le point de bascule qu'il y a eu, c'est vraiment celui-là. Donc, c'est à ton départ en 2018. Ça a mis un coup de pied pour dire, ça suffit de faire un peu tout, etc. Non, on veut être éditeur.
on sait que c'est le modèle qui marche bien. Ça a été dur financièrement. C'était encore dur début 2018 financièrement, voire très dur. Profitons de départ de personnes clés pour se dire: «OK, on met le coup de pied dans l'organisation et on y va à fond sur GLPI, sur l'édition, et cetera, et cetera». Parce qu'on commençait à avoir de la confiance qui était toujours là de nos clients. Nos clients, tout le monde nous a fait confiance, hein, dès le début, hein, clairement. Il y a juste, des gens qui ont pas compris ce que ça voulait dire, qu'on le cette transition, mais sinon donc c'était à nous d'expliquer, en fait. C'était vraiment important de travailler sur renforcer encore plus l'équipe, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait quand tu es parti et c'est pour ça que je pense que depuis 2018, bah, ça marche, quoi. GLPI étant un logiciel qui a connu, le temps d'avant le SaaS quoi, est-ce que vous avez cherché à, j'allais dire mettre le paquet sur le SaaS parce que le SaaS quand même commercialement c'est quand même assez rentable? Ou est-ce que finalement, le fait de faire un peu des 2 c'est quelque chose qui vous allait bien quoi? Le SaaS, a progressé quand même assez vite et il progresse toujours, extrêmement vite. C'est même presque un problème. Au début, il y avait la souscription sur lequel on fournissait du support, de la garantie, comme on disait tout à l'heure. On a essayé aussi, quelques modèles, un peu, enfin, c'est qualifié souvent d'open core. On trouve pas que ce soit une solution souhaitable, en fait, de bloquer les gens sur du propriétaire. Et donc on a quand même eu dans une partie de notre offre, sous la souscription, des accès à certains modules qui n'étaient pas disponibles librement, enfin, c'est pas librement, publiquement. Parce que du coup, il y avait des modules au début, on n'était pas hyper convaincus, par exemple, par la partie haute, maintenant qui est devenue finalement un standard du marché. Et elle était au début dans notre offre parce que, on se disait: «Ça va générer du support, on va pas avoir le temps de traiter ça correctement si on met pas de garantie». Et en fait, on a quand même mis un point d'honneur à ce que nos clients qui bénéficiaient donc de l'accès à ce module, à ce plugin, eh ben, en fait, ils soient quand même dans une licence libre. Pour qu'ils ne soient pas enfermés, en fait, dans nos solutions, et ça, c'était quand même vachement important. Enfin, quand on parle du modèle open core, et je sais qu'on nous l'a reproché, hein, parce que ce module-là, vu qu'il est devenu populaire, a souvent été, un prérequis pour beaucoup de projets. Et il a certainement, débloqué des souscriptions de notre côté. On voulait pas, en fait, mettre les gens sous un ELA, refermer, en fait, leurs possibilités. On a juste mis une barrière temporaire, en tout cas sur l'accès, en fait, au plugin. Mais quand il est livré à un client, quand il est livré, sur sa plateforme, il a accès aux sources et c'est fourni avec une licence GPL. Je sais plus, enfin, ça dépend des plugins. Il y a des versions 2, des versions 3, il y a des AGPL aussi. Ça dépend un petit peu du développeur qui a fait le plugin. Mais globalement, en fait, on ne peut pas être vraiment qualifié d'open core. C'est juste que du coup, oui, la souscription débloque des accès à certains dépôts, mais les modules sont toujours livrés avec leur code source, quoi qu'il arrive, quoi. Au final, maintenant, on en revient de toute façon sur cette chose-là. Il y avait quand même principalement une volonté d'assurer un support quand même correct, en fait, sur ces modules-là. Donc, c'était quand même la principale raison sur laquelle il y a eu un premier blocage et qu'on ne voulait pas le mettre en public directement. On en reviendra. De toute façon, les plugins en question ont mûri et il y a peu d'intérêt à l'heure actuelle à ce qu'on les conserve avec barrière, et ils vont être réintégrés très prochainement dans les versions, enfin directement dans le cœur de GLPI. Et on restera sur des modules, on va dire, à barrière, vraiment sur des choses vraiment spécifiques et ou très peu utilisées, sur lequel le mettre dans le cœur, ça a un risque, en fait, que nous, on oublie ce code-là, qui, par oubli, par non-usage, en fait, ils finissent par ne plus être fonctionnels, quoi. On va probablement conserver un petit peu quelques petits trucs, mais ça va vraiment être à la marge. Mais donc voilà, enfin, globalement, On a oublié la question. on a toujours eu volonté, en fait, de livrer, en fait, tout ce qu'on livre, que ce soit à la communauté ou à nos clients, que ce soit, en fait, vraiment sous licence libre complète. C'est pour ça qu'on s'appelle TechLib, hein. Voilà, on développe des logiciels libres. Parce que typiquement, j'étais assez étonné d'ailleurs de la réponse quand j'ai interviewé, Rémi de Passbolt. En fait, en gros, ce qu'il disait, c'est, il y a du code qu'on met dans la souscription. OK, on sait que ça va nous générer du support, on veut que ça soit bien fait et dans ce cas-là, bah, on veut que quelqu'un prenne un contrat de support pour qu'on puisse lui offrir un service, adapté, en fait. Tu vois, l'exemple du plugin Hôte, qui est caractéristique de ça. Dans le même temps, en fait, de l'existence, en fait, de ce plugin-là, il y a eu une montée en puissance, en tout cas en France, même dans le monde, en fait, de Azure. Les gens ont souscrit en masse, enfin, nos clients ont souscrit en masse, en fait, au service de Microsoft en SaaS.
Travailler avec Azure de façon générale, ça demande une connaissance en fait assez poussée. Par exemple, pour les gens qui vont travailler sur notre support, enfin nos employés qui travaillent sur le support, quand ils arrivent, la plupart du temps, enfin quand c'est des développeurs, tout du moins, ils n'ont jamais travaillé la plupart du temps sur Azure. Et en fait, débugger en fait des trucs, enfin des flux autres en fait sur Azure, bah, c'est un enfer. Et on a besoin de les former par rapport à ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a quand même traîné. Ça fait déjà un moment on disait qu'il faudra que cette partie-là revienne dans le cœur. Mais on a traîné parce que globalement, ça demande énormément de support de travailler avec des flux Azure ou ce genre de choses, quoi. C'est quoi vos défis maintenant, en fait? C'est quoi les choses qui sont vraiment importantes, pour vous? Pour la roadmap, et ça a déjà été plus ou moins annoncé publiquement, c'est un petit peu d'ailleurs le retour justement sur le précédent épisode et sur ce sur quoi on nous avait lâché, enfin ce sur quoi ils voulaient, enfin ce que voulaient faire Julien et Mathieu, c'était donc la refonte entière du logiciel. Il y avait une nécessité en fait de permettre en fait une certaine généricité en fait dans GLPI à l'époque. Pour rappel, sur la partie inventaire, gestion de parc, on est sur des choses figées. On fait de l'inventaire d'ordinateurs, on fait de l'inventaire de moniteurs, d'équipements réseau. Et chacune des choses, en fait, est figée statiquement, on va dire, dans le code, avec des processus bien précis pour chacune des choses. Ça, c'est l'un des gros chantiers en cours. C'est-à-dire qu'on va vraiment repasser sur un modèle complètement générique avec des comportements qu'on pourra choisir pour chacune des types d'assets, on va dire, du logiciel. La réécriture depuis zéro que parlaient Julien et Jean-Mathieu, en fait, elle impliquait surtout ça, c'est-à-dire que globalement, ils voyaient pas en fait la possibilité de faire cette généricité sans réécrire l'intégralité du schéma, sans réécrire l'intégralité du code. Au final, par itération, on a réussi à poser nous les fondamentaux en fait qui vont permettre cette évolution dans les mois à venir. Et normalement, si tout se passe bien sur la prochaine version majeure, on aura normalement un premier jet de cette fonctionnalité. Donc ça, c'est vraiment le point majeur, on va dire, d'un point de vue technique, d'un point de vue fonctionnalité qui arrive. François? D'un point de vue fonctionnel, oui. D'un point de vue technique, le plus gros défi qui arrive là, dans la main, et qui a été mergé, qui commence, c'est virer l'auto-escaping spécifique, le HTML load, etc. pour en finir avec les dizaines de failles XSS ou SQL injection qui ont été découvertes et qui existent depuis 25 ans dans l'outil, à certains endroits évidemment, pas partout. Mais en fait, je pense que c'est aussi un très gros chantier technique et la prochaine version, elle ne doit pas sortir sans avoir enfin la totalité des requêtes préparées, tout ce qu'on disait depuis très longtemps, tout ce qu'on attend, etc. En fait, chez LPI, c'est tellement dans le code quelque chose qui a 1 milliard de lignes de code. Bien sûr, je suis normand, mais un peu de Marseille. C'est très difficile de s'en sortir, de virer tout ça, etc., etc. Donc, mais en fait, on se dit qu'il est temps de sauter le pas, de se dire on va à fond dans virer cette partie-là et pour faire en sorte qu'on n'ait plus de problème. Et je parle de ça parce que c'est une transition avec la partie SaaS, qu'on n'ait plus de problème de SQL injection et de XSS, etc. quoi, parce que c'est toujours très embêtant. Ça veut dire que nous, comme on veut garder la partie ouverte du code, etc., la partie libre, eh ben, on se fait de plus en plus auditer. Plus on se fait connu, plus on est audité dans notre code. Et d'ailleurs, publier des failles, des CVE, parce que c'est nous qui Et on publions des publie des CVE, CVE, bien sûr. voilà, celles qu'on publie attirent l'attention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des failles qui sont qualifiées un petit peu de hautes, on peut être sûr que dans le mois, il va y avoir un ou plusieurs pentesters qui va s'être intéressé à la solution et qui va aller fouiller un petit peu plus. Non, et donc ça peut, alors je dirais pas s'emballer, mais on a eu des failles en cascade parce que publier des failles, ça intéresse les pentesters. Mais ça c'est clairement, ça mériterait une discussion complète dans un podcast parce que la sécurité du code et la sécurité des logiciels libres et la sécurité de l'automatisation des tests, etc., etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'on a, nous, appris sur le tas et qu'on est toujours en train d'apprendre et qui a explosé suite Covid parce que de plus en plus de gens travaillent de chez eux, donc il faut absolument sécuriser de plus en plus les réseaux, les logiciels, les postes, etc. Il y a eu beaucoup de reconversions professionnelles. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis de leur boulot, qui se sont mis dans l'informatique et donc dans la sécurité informatique parce que
bah, ça coûte de moins en moins cher avec les méthodes de calcul et ça rapporte de plus en plus, notamment avec les cryptos, les choses comme ça, les ransomware ou voilà. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui bossent dans la sécurité. Nous, notre rôle d'éditeur de logiciels libres, bah, c'est un de nos défis techniques qu'on a pour l'année prochaine. C'est ça, c'est de renforcer la partie sécurité et d'essayer de ne pas se faire rattraper par le marché qui grossit à fond sur ça, quoi. Voilà. Dans la dernière partie, je voulais parler j'allais dire un peu de la concurrence et des nouveaux usages. Succinctement, qui est votre concurrence et comment vous la voyez? Moi qui maintenant travaille plutôt dans le monde des startups, c'est assez marrant parce qu'il y a un très grand mimétisme. En gros, dans une startup, il y a un seul outil qui existe, ça s'appelle Zendesk et tout le monde passe sur Zendesk et tout le monde fait du Zendesk. De la même manière, quand mes collègues, de bureau ont cherché des outils pour faire de la gestion de parcs, de trucs, machin et cetera, ils ont trouvé tout sauf GLPI, quoi. Donc ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et puis la deuxième chose que je trouve, finalement très intéressante, parce que j'y avais jamais pensé avant d'y avoir été confronté, c'est, il y a des nouveaux outils qui arrivent et qui permettent en gros de te faire un ticketing, alors on va dire plus ou moins simple à avancer, ça dépend de tes compétences, sans avoir besoin d'outils. Je pense à des outils comme Notion, des outils comme Coda où, bah, nous, typiquement toute la gestion de tickets elle est dans Notion, couplée à une super base de connaissances, à tout ce que tu veux, tu as toute la boîte qui est dedans. Mais le jour où on va remplacer par un outil ticketing, on va perdre des choses. Tout est tellement bien intégré et bien pensé qu'en fait, c'est assez super. Je veux dire, ma question, c'est plus, quelle est votre concurrence et comment vous la voyez, Si on est honnête, c'est nous les concurrents, hein. C'est pas eux, c'est pas notre concurrence. C'est nous les petits concurrents minuscules. Tu parles de Zendesk, mais on est à des années-lumière de Zendesk en termes d'équipe, en termes de façon de penser, et cetera, de modèle économique. On est sur du logiciel 100% full SaaS propriétaire, enfin un côté en bourse. Enfin bon, bref, c'est pas du tout dans notre esprit, en tout cas d'entreprise, d'entreprendre. Surtout nous, tu nous connais forcément, mais les gens qui nous connaissent pas, nous, on est pour l'instant une entreprise qui est toujours à taille humaine. On voudrait faire grossir pour faire grossir le produit, mais on reste toujours dans l'idée de logiciel libre. Malheureusement, c'est très dur. On a une croissance de 25 à 30% tous les ans, là, depuis maintenant 4 ans. Et c'est ce qui nous permet de faire continuer à faire vivre le produit. Et en fait, on est des minuscules par rapport à ces gens-là. Par contre, notre objectif est clairement d'aller taper dans une meilleure UX et une meilleure UI de notre produit, améliorer l'expérience utilisateur, améliorer la partie design de workflow, améliorer la flexibilité, mais la simplicité surtout. En fait, c'est ce qui nous manque par rapport à ce genre de truc. Quand tu vas sur Zendesk, tu t'inscris, paf, tu as un wizard qui t'explique, bah tiens, tu pourrais faire ça, cliquer ci, cliquer ça, cliquer machin. En fait, ça t'accompagne tellement que tu te rends pas compte que derrière, c'est une usine à gaz. C'est ce qui manque dans notre outil, qui est encore très technico-technique. Donc, nos enjeux fonctionnels, ils sont là pour l'année prochaine. Ils sont d'aller vers ce genre de choses. Alors, du no-code, c'est des outils qu'on ne connaît pas forcément, mais on est toujours, nous, dans cet esprit de garder un logiciel libre, ouvert, assez technique parce que remonter à la totalité d'un parc informatique complètement hétérogène sur des versions de Windows, de Linux, de Mac, etc., tout centralisé dans une console centrale, ce genre d'outils, bah, typiquement Zendesk, ils sont incapables de faire ça. Parce que c'est pas du tout dans leur but, ou même Notion. Toi, bien sûr, tu peux construire un wiki, tu peux construire ce genre de choses. J'imagine l'interconnecter avec d'autres outils qui permettent de faire de la découverte ou ce genre de choses, quoi. Je peux pas en parler parce que je connais pas exactement, mais nous, dans notre idée, c'est vraiment améliorer l'expérience utilisateur pour que quand ils démarrent GLPI, ils se disent ah ouais, ok, j'y vais parce que ça montre les features simples dont j'ai besoin, mes process, mes trucs, etc. Et c'est hyper encourageant, tu gagnes de l'expérience et tu t'arrives à mettre en place ces choses-là, quoi. Voilà, tout en restant logiciel libre. Ça, c'est le Tout en gardant aussi nos utilisateurs avancés qui, eux, sont très très contents justement d'avoir leur petite option un peu obscure qui leur permettent d'améliorer leur workflow interne ou ce genre de choses. Enfin, on souffre un peu de ça, hein. Je veux dire, on est clairement orienté sur l'ingénieur bien sûr. IT qui fait sa gestion de parc, des fois en sous-main, et qui a besoin de sa petite fonction custom sur lequel on a dit oui pendant toutes les années, d'ailleurs pas que nous, hein, j'imagine. Il y a eu pas mal d'options précédemment qui ont été ajoutées pour 10 utilisateurs en France, etc., etc. Mais on n'a pas envie de les perdre non plus. Mais par contre, oui, il faut clairement qu'on améliore l'expérience des nouveaux arrivants qui, effectivement, quand on se compare par rapport aux leaders du marché actuel, bah oui, notre UX, même s'il y a eu des efforts, même s'il y a eu des énormes changements, elle est encore extrêmement complexe, quoi.
Mes collègues, je voulais leur montrer ce que c'était qu'un ticketing, ils ont dit: «Waouh, c'est sympa ton interface d'informaticien. T'as pas un truc à la Notion là, un truc, plus simple?» Les gens en question, cherchent toujours, nos interfaces, et en fait, c'est difficile aussi de faire, d'attirer les deux populations, forcément, quoi. C'est clair, c'est clair. On arrive sur la fin de l'interview. Je voudrais vous donner la parole chacun, pour un mot de conclusion, un peu ce que vous retenez de ces 20 ans d'expérience, sur GLPI. Ce projet qui a 20 ans, qu'est-ce que vous en retenez? Déjà merci GLPI, hein, pour moi, et même, de toute façon, c'est un projet passionnant, et c'est un projet, on sent que, enfin, pas que pour nous, hein, c'est un projet qui passionne les gens, que ce soit, enfin, qu'on le sent dans leurs reproches ou dans leurs félicitations, dans leurs témoignages ou ce genre de choses. Enfin, ça fait extrêmement plaisir de travailler dans une communauté comme ça, et avec des gens comme ça. Et merci, donc encore à eux, je les ai déjà remerciés hier, mais à Jean-Mathieu et Julien, de la transmission, de leur accueil, de comment ils ont fait vivre le projet avant. J'espère qu'on continuera avec, encore plus de choses, plus d'améliorations, plus de stabilité, plus d'instances encore, que le projet fasse longue vie encore. François? Bah, c'est une conclusion qui revient à ma présentation du début, pour moi en tout cas. J'ai toujours voulu être un acteur du côté social du logiciel libre. C'est-à-dire, je suis une petite mairie, j'ai pas de budget, je peux quand même utiliser un logiciel professionnel. Et en fait, c'est d'autres acteurs qui, eux, ont du budget, qui arrivent à contribuer. Et en fait, c'est tout cet écosystème, moi, qui me passionne vraiment. Le côté mutualiste de tout ça. Se dire que ben, c'est pas parce que tu es Airbus que tu peux 100% faire de la R&D, financer en France, etc., pour faire que tes propres outils. En fait, tu peux aussi financer un écosystème de gens qui développent des choses en France, qui sont passionnés pour ça, qui transmettent ce savoir de logiciel libre, etc. Dans un monde où on s'enferme tous vers des outils 100% en ligne, dont on connaît pas la seule ligne de code, des données qui s'exportent n'importe où, etc., etc. Bah, je pense que plus on est ouvert, et c'est toujours ce que j'ai pensé depuis le début avec les logiciels libres, plus on est ouvert, plus on est dans cet état d'esprit, en fait, plus ça aide tout le monde. Et donc, moi, je suis tellement passionné par ça que de continuer et d'avoir la chance d'en faire son métier, de pouvoir éditer, de pouvoir faire grandir un projet, de pouvoir montrer qu'en fait, un modèle économique comme ça, c'est possible, même si c'est très dur, vraiment, c'est très dur, hein. Bah, à partir du moment où ça commence à prendre, la roue commence à prendre, les gens commencent à avoir confiance en nous en mode, bah, en fait, non, ils font pas du logiciel propriétaire. Ils font pas tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut reprocher, etc. Ils sont toujours dans cet état d'esprit. Et donc, moi, quand je retire comme Alexandre, quand je vois les retours qu'on peut avoir de certaines personnes, peu importe dans quel milieu ils travaillent, mais vraiment, c'est ça qui est rigolo, bah, qui nous remercient, bah, voilà, c'est ça que tu dis, bah, OK, bah, mon travail, il sert vraiment à quelque chose et pas que à ma société. Il sert, en fait, à tout le monde. Et c'est vraiment de ça que je pense qu'il faut conclure. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir sur GLPI et sur TechLib au général. On développe un modèle économique pour récupérer de l'argent, pour embaucher des gens, pour que nos partenaires embauchent des gens. Et d'ailleurs, c'est le cas. On a des partenaires qui n'existaient pas il y a 3 ans, des sociétés qui n'existaient pas il y a 3 ans. Ils ont développé leur activité à fond sur GLPI, ils ont recruté à fond des petits jeunes, etc. Je pense que nous, on est petits, on est une vingtaine de personnes maintenant dans l'équipe, 20 ou 25, mais le nombre d'acteurs en France et dans le monde entier qui sont payés et qui travaillent grâce à GLPI, à mon avis, c'est énorme. Et j'ai hâte que ça continue de faire ça et qu'on puisse grandir encore plus autour de ça, quoi, clairement. Mais la fierté, c'est ça, c'est de pouvoir travailler dans un milieu qui est ouvert, dans un esprit de collaboration mutuelle, que ça soit des communautaires, des utilisateurs, des partenaires, des commerciaux, tout le monde travaille ensemble pour que tout le monde bénéficie du projet ensemble, quoi. Voilà. Eh bah, je vais faire ma conclusion qui va aussi dans votre sens. Ben, j'avais aussi toujours à l'époque voulu, contribuer sur le logiciel libre, mais c'est pas forcément évident et là, j'avais la chance de le faire, à travers mon boulot et d'avoir été, hyper bien accueilli, je pense un peu comme tout le monde dans la communauté, d'avoir été bien accueilli, avoir été formé, un peu comme, ce qu'on t'explique, comme le truc de la théorie. Tu viens, tout le monde va t'accueillir à bras ouverts et puis tu vas devenir contributeur et tout, ce qui est pas la réalité, partout, hein. Mais dans notre cas, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai rencontré, plein de super copains que je vois toujours. J'ai eu la chance de pouvoir toucher à plein de d'OS différents, à faire des trucs hyper techniques comme des trucs hyper fonctionnels, à aller chez plein de clients super passionnés par leur boulot,
Et un des trucs dont on n'a pas parlé, sur lequel je voudrais aussi conclure, c'est on parle beaucoup de public, puisque Julien et Jean-Mathieu sont dans la fonction publique. Nos gros clients historiques qui nous ont fait confiance, c'était du public. En France, on a la chance de pouvoir aussi faire ça et de pouvoir avoir des administrations qui, certaines comme par exemple l'assurance maladie, qui ont... Je veux dire, le chef qui a choisi GLPI, il a fait un choix, c'était pas évident à l'époque. Hein. C'était un petit truc, ça répondait pas, mais il s'est dit, on y va quoi. Donc il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques en se disant, ce truc-là, j'y crois, on y va, et à faire en sorte que ça se passe bien et qu'on contribue bien. Et donc ça, c'est vraiment génial. Je suis dans un milieu maintenant où le but, c'est de faire des trucs le plus rapidement possible. Et je trouve que c'est super de montrer à tout le monde qu'en fait, les choses, elles se font pas rapidement, qu'il y a des choses, elles doivent se faire dans la durée. Il y a des changements, ils prennent le temps que ça prend, mais c'est normal et ça doit se passer comme ça. Le but de tout, c'est pas de lever de la thune et d'embaucher 300 personnes et de faire un produit qui va peut-être crever dans 3 jours, quoi. Puis la dernière chose, c'est que, bien entendu, le logiciel libre, comme partout, c'est des hommes et des femmes, que c'est beaucoup de relations humaines. Et si ça marche, c'est des relations humaines. Et si ça marche pas, c'est des relations humaines. J'espère que vous avez aimé ces 2 épisodes. Et si c'est le cas, comme à chaque fois, n'hésitez pas à les partager autour de vous, à en parler, à mettre des commentaires sur les réseaux sociaux. Ça nous aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Continuez à suivre le podcast parce qu'on a encore des super interviews encore très différentes qui vont arriver dans les mois à venir. Donc surtout, n'hésitez pas à nous suivre.